Bonsoir. Les candidats PDCI et RHDP aux prochaines législatives reçoivent le soutien de leurs différents états-majors. Des rencontres avec la direction du parti d'une part et une cérémonie d'investiture de l'autre. En tout cas, le point tout à l'heure dans le Live Actu en début d'émission. Nous parlons maintenant de santé. La maladie à virus Ebola est en réapparition en Guinée, précisément à la frontière ivoiro-guinéenne. Des mesures préventives ont été déjà annoncées par le ministère de la Santé. Nous y reviendrons. Sur le plan international, c'est la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala qui a été nommée présidente de l'Organisation mondiale du commerce ce lundi 15 février. Elle devient ainsi la première femme africaine à prendre la tête de cette organisation. Qui est-elle? Que représente cette nomination pour le continent? Des réponses dans le Live Actu. Vous aurez également la première de notre nouvelle rubrique Que dit la loi avec la juriste Mélissa Diédié. Elle sera avec nous désormais tous les mardis pour vous aider à mieux comprendre les textes qui régissent la société ivoirienne. Et ce soir, il sera question de culture du cacao. Nous avons avec nous son Excellence, M. Ali Touré. Il est président du Conseil de l'Organisation internationale du cacao. Débats et analyses, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Nous devons maintenant, tout de suite, avant les points saillants, parler salutations. Monsieur Serge Préchicot, ça va? Bonsoir, ça va bien, Brice? Ça va, super. Merci beaucoup. Mesdames, Edith Broubleu et Rabia Diallo sont juste en face de vous. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, Brice. Bonsoir, Serge. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il faut pour les téléspectateurs, qu'on règle cette histoire de votre paire de lunettes. Alors, il y a des téléspectateurs qui adorent vos yeux, ils trouvent qu'ils sont magnifiques. Puis il y en a qui trouvent qu'ils seront beaucoup plus beaux quand vous avez votre jolie paire de lunettes. Ah, il faut qu'ils se décident finalement. Mais il faut que vous décidiez, vous les portez ou vous ne les portez pas? Parce qu'à quel moment? Ouais, je décide j'entends déjà la de les voix de porter. toute la régie qui dit Oui. on vous préfère sans vos lunettes. Ils ont tranché. Ah bon? Mais de temps en temps, Oui. je sortirai parce que ma paire, quand même, elle est tellement belle avec des fleurs à Oui, côté c'est ça, que de temps en temps, je la sortirai. D'accord. Ça sera ça. Il faut que D'accord. les gens la voient aussi. Ok, très bien. Oui. Je la préfère sans ses lunettes. Elle a des yeux magnifiques. Très bien. Merci, c'est Et gentil. vous aussi, Celle-là. des yeux magnifiques. Merci. Très bien. Il y en a qui ont de la chance. Très, très bien. Alors, quand on finit de dire tout ça, il y a quand même des points saillants de l'actualité à parcourir, et c'est maintenant. Effectivement. Bienvenue dans les lives. Il fut une époque où je courais pour m'asseoir. À présent, je me demande pourquoi. Tu n'as pas besoin de te presser en plus. Non, mais en plus, j'ai déjà battu mon propre corps, donc je me suis dit, le challenge, il était ailleurs. Bon, on va parler de santé, on va parler de ces mesures préventives du gouvernement contre Ebola. Tiens, on en entend parler, ça réapparaît. Ben justement, et le gouvernement a su que c'était nécessaire aujourd'hui de publier une déclaration qui est disponible sur sa page Facebook, une déclaration qui a été motivée justement par le fait que la Guinée, qui partage une frontière avec l'ouest de la Côte d'Ivoire, et que les cas sont précisément localisés dans la zone justement, plus exactement à Gouaké, en Guinée-Conakry. Une reprise d'épidémie à maladie du virus Ebola après la mort d'une infirmière qui travaillait dans un centre de santé de la localité, et ses funérailles qui ont eu lieu 4 jours après. Et d'après une déclaration du directeur de la nationale de la sécurité sanitaire guinéenne, il dit qu'elle serait tombée malade vers la fin du mois de janvier et est décédée entre le 27 et le 28 janvier. Elle a été inhumée le 1er février à Gouaké. Et parmi ceux qui ont participé à l'enterrement, 8 personnes ont été infectés ont présenté des signes, diarrhée, vomissements et saignements. 3 d'entre eux sont décédés et les 4 autres sont hospitalisés. Et l'OMS a, quant à elle, pris le problème déjà à bras-le-corps avec une commande de vaccins en cours pour endiguer cette épidémie-là qui tombe très mal, on le sait. Quelques symptômes de cette maladie sont justement similaires au Covid-19, notamment des douleurs, des maux de gorge, une grande fatigue et de la fièvre, mais pas que. Au-delà de ces symptômes similaires, les personnes qui souffrent de cette maladie souffrent également de diarrhée, vomissements, hémorragie interne et externe, et meurent souvent de déshydratation et de défaillance d'organes. C'est dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas intérêt justement à ce que cette maladie surgisse sur son territoire, et le ministère a, dans sa déclaration,
est revenu brièvement sur les faits, a également rappelé que dans tous les cas, la Côte d'Ivoire est en état d'urgence sanitaire liée initialement au Covid et qu'elle prévaut, cette situation d'urgence sanitaire-là, justement, prévaut sur cette menace du virus Ebola sous la coordination d'un comité de veille. Le gouvernement a tenu par contre à préciser et à rassurer la population qu'aucun cas n'a été déclaré en Côte d'Ivoire, mais il informe que ces mesures ont été prises afin justement d'éviter que cela ne se produise. Ok. Oui, donc... Je pense que la proactivité du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est à saluer. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des cas du côté de la frontière ivoirienne pour pouvoir mettre en place ou activer le protocole de sécurité comme on l'avait connu lors de l'épidémie de 2013 à 2016. Il y avait déjà un protocole qui avait été mis en place, donc il faut juste le réactiver. Et comme on sait qu'on a également le Conseil de sécurité avec l'état d'urgence sanitaire qui est en place, il faut juste avoir cette continuité. En tout cas, moi, je salue cette proactivité du ministère. Je crois que le ministère a instruit les centres, les sanitaires pour que lorsqu'il y a des signes... Exactement. Donc, parmi ces mesures-là, on a justement parlé de la réactivation des centres des opérations d'urgence en santé publique, orientés cette fois-ci spécialement lutte contre Ebola et à le renforcement des surveillances des symptômes de fièvre hémorragique dans les établissements sanitaires. Il y a la surveillance à base communautaire, mais il y a également aussi la réactivation des comités de vigilance sanitaire des villages, des localités frontières. Il y a aussi le renforcement de tout ce qui est sécurité au niveau des frontières terrestres et aériennes. Mais au-delà de ça, c'est exactement les mêmes mesures de prévention en fait que Covid, distanciation sociale, lavage des mains, éviter tout contact avec comment ça s'appelle encore, les personnes présentant des signes de cette maladie-là. Le gibier aussi. Le gibier, la viande de brousse. Qui avait beaucoup fatigué. Voilà. Oui, mais ça, c'est... interdit de manger la viande de brousse. Même pour la Covid, il avait été un peu demandé ça, de faire attention. Mais à la base, même, il faut savoir que c'est interdit, même à la base. Déjà, c'est du braconnage. Effectivement. Mais au-delà de ça, même le fait de manipuler des corps de personnes infectées aussi est strictement interdit. Donc c'est vraiment, c'est à peu près les mêmes mesures de prévention que Covid. Parce que autant c'est les mêmes mesures de prévention, autant Covid aujourd'hui c'est une maladie qu'on ne maîtrise pas totalement. Jusqu'à aujourd'hui, le virus il est très certainement en train de muter, même qu'on ne saurait pas. On parle aujourd'hui de variants et tout. Ne serait-ce même qu'au niveau des symptômes, on te dit que des fois ça évolue d'une personne à une autre. Oui. On a des symptômes au niveau de certaines personnes qui se plaignent de diarrhée, pour d'autres non. On a la fièvre, on a le maux de gorge. Et ces deux maladies se rejoignent à ce niveau-là. C'est très très inquiétant, moi je trouve. En tout cas, 2021 démarre d'une façon assez étrange avec une maladie qu'on pensait avoir, on va dire, résolue, guérie. Parce que de toute façon, l'OMS avait déclaré en tout cas la fin de l'épidémie d'Ebola dès 2016. On sait qu'au niveau de la RDC, ils ont déclaré la fin de la 11e résurgence de l'épidémie au niveau de la RDC en 2020. Donc c'est tout récent. Donc vous imaginez et la Covid et des menaces de propagation d'Ebola. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un vaccin a été développé et un traitement aussi a été mis à disposition des populations. Et ça, j'imagine que ça a dû quand même endiguer l'ampleur de cette épidémie-là. Parce qu'on se rappelle que ça a fait des ravages en RDC il n'y a pas si longtemps que ça. Et justement, on se rappelle aussi que c'est lorsqu'un, je ne sais plus si c'était un infirmier ou une infirmière, je ne sais plus, américaine ou américain qui avait été touché, qu'on a tout de suite trouvé les protocoles pour soigner, comme par magie. Donc ça je pense, j'entends dans ma tête théorie du complot. C'est vrai. Un jour, vous aurez la révélation. Vous allez me porter sur vos épaules et dire. Je dirais. Et ce sont les mêmes fabricants du vaccin, en tout cas pour certains, Johnson & Johnson, qui fabriquent le vaccin de la Covid également, qui ont fabriqué également le vaccin Ebola. Suis-je en train d'entendre de l'autre côté de ma tête théorie du complot encore? Non, moi je pense que ce n'est pas du tout. Ce sont les meilleurs sur le marché, donc de toute façon, voilà.
Non, pour moi, ce n'est pas une théorie du complot. Du complot, c'est des puissances mondiales qui manifestent leur puissance comme ça en posant des actes concrets. Voilà. Pour moi, c'est ça. Quand leur compatriote a été touché, ils ont montré qu'ils aimaient leur pays, leur drapeau, et puis ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Bon, je pense que c'était parce que également c'était une urgence sanitaire mondiale. C'est vrai que c'était leurs compatriotes, mais je pense que si ça avait été d'autres personnes... Non, au-delà de ça, c'est que ce sont des pays, des puissances qui investissent beaucoup dans la recherche et développement et qui anticipent. On sait qu'ils font beaucoup d'études, ils font beaucoup de travaux de prospective pour anticiper sur les 10-20 prochaines années les prochaines épidémies. Donc on sait par exemple Bill Gates. Donc ils travaillent beaucoup en investissant dans la recherche et le développement. Je ne suis pas d'accord parce que sinon le palu aurait pu être le problème. Le palu ne touche pas ces puissances. Ben justement, donc puisque ça ne touche pas ces puissances-là, pour moi cette théorie elle tient plus dans la mesure où si vraiment ils sont dans l'anticipation et ils investissent dans la recherche et le développement pour des maladies qui touchent leur population. Ah, ok, si c'est ça, oui. Si c'est après la population mondiale, on passe du temps à le faire et non pas à faire des recherches. Par contre, j'ai cru entendre qu'il y avait une expérimentation de vaccin en Côte d'Ivoire concernant. Donc, je l'ai entendu comme ça aujourd'hui. Mais à checker. Bon, à checker. À vérifier. Très bien, à checker. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai entendu à checker. Non, je n'avais pas compris. Je fais comme Sophia. Voilà, très bien. En tout cas, on va retenir de cette information-là ce soir. Mesdames et messieurs, donc, cette épidémie-là est annoncée à nos frontières. Donc, il faut faire attention. Vigilance. Laver les mains. Il faut se mousser contre Ebola, c'est-à-dire vraiment nettoyer avec l'eau savonneuse. Exactement. Merci Rabia. Merci Brice. Merci de nous avoir c'est un plaisir. Sur ce sujet. Alors, on va évoluer à l'international cette fois et on parle de la nouvelle directrice de l'OMC. On avait annoncé sa nomination et là, c'est effectif. Voilà. C'est effectif. C'était en suspens. Donc depuis quelques jours après l'annonce du désistement de la candidate sud-coréenne, donc la ministre de l'économie et des finances de ce pays, des finances de ce pays. Et donc ça a été 9 mois. C'est le temps qu'il a fallu à l'OMC pour accoucher d'une nouvelle, c'est une métaphore, pour accoucher d'une nouvelle directrice générale. Donc un accouchement qui a été très douloureux, toujours dans la métaphore, pour la Nigérienne qui a dû affronter de multiples défis avant de s'imposer par consensus au sein de l'organisation. J'aurais dit pas péridurale. J'allais dire avec ou sans péridurale. Non, peut-être même pas voix basse. L'Afrique qui n'avait jamais dirigé l'OMC est partie d'abord en rang dispersé. Ça arrive souvent, on part en rang dispersé. Donc l'Afrique présentait 3 candidatures, dont la Kenyane Amina Mohamed qui a longtemps fait figure de favori en raison de sa on va dire connaissance des rouages de l'institution. Il y a pas de rouages là-bas aussi? Il y a beaucoup de rouages au sein de l'OMC. D'accord. Et un autre handicap pour Dr Ngozi, il y avait également la candidate nigérienne. La candidate nigérienne n'avait pas été soutenue par son président, donc par Bouahéri, qui a été vraiment avare en message de soutien à sa compatriote. Oh. Et donc finalement, on avait aussi un autre handicap encore plus important au niveau des États-Unis avec le gouvernement Trump qui s'opposait à la candidature de la Nigériane, jugeant qu'elle n'avait pas suffisamment d'expérience comparée à la sud-coréenne pour exercer et diriger cette institution. On dit que cette nomination est un symbole de persévérance, de courage et de foi finalement. De foi et surtout de détermination, comme tu l'as dit, de détermination. Et ce sera la première fois qu'une femme et qu'un Africain prendra la tête de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, détermination peut-être, mais qualification d'abord. Oui, qualification, mais elle est très qualifiée. Elle est très qualifiée pour ce poste. Elle a été vice-présidente de la Banque mondiale. Elle a été à 2 reprises ministre de l'économie et des finances au Nigeria. Elle est diplômée de Harvard et du MIT. Je pense qu'elle a suffisamment d'expérience en tant qu'économiste âgée de 66 ans pour pouvoir briguer et gérer et diriger cette institution. On s'est bien rendu compte que les compétences étaient présentes dans chacun des cas. Maintenant, il y a d'autres facteurs. Donc, oui, bien sûr, la géopolitique, voilà. Et effectivement, le lobbying a joué à un moment donné, et surtout à la faveur de la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle américaine a permis de faciliter les choses. Et je pense que c'est du fait de ces différentes discussions qu'on a certainement eu le désistement
de la candidate Comment il va se sud-coréenne. sentir, M. Boari, là, maintenant? Ah, mais M. Boari, au niveau du Nigeria, les responsables politiques se sont félicités de voir finalement une ressortissante de leur pays briller, c'est toujours comme ça, hein, briller sur la scène internationale. Donc le président Muhammadu Buhari a expliqué qu'il s'était entretenu ce lundi avec le président du Conseil européen, Charles Michel, pour le remercier de son soutien, parce qu'on parlait de géopolitique et de diplomatie. Donc pour remercier le président du Conseil européen de son soutien pour la candidature de la Nigériane à la tête de l'OMC. Donc on sait qu'elle aura de nombreux défis. Et sa première déclaration était celle-ci. La première priorité, c'est de trouver des solutions à la pandémie, pas seulement sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan économique. Absolument. Et comment la libéralisation et la reprise du commerce va aider l'économie mondiale à repartir. J'aimerais après cela qu'on travaille sur les négociations, sur les subventions du secteur de la pêche. Cela fait 20 ans qu'elles durent, c'est bien trop long, alors qu'elles sont capitales notamment pour la préservation du secteur. En tout cas, c'est une bonne pioche pour l'Afrique. C'est une bonne pioche, c'est une bonne ouais. représentante. Ouais. J'espère. Ouais. Bon, en tout cas, une chose est sûre, Madame la nouvelle directrice de l'OMC, Madame Ngozi Okonjo-Iweala, est une grande danseuse. Et elle se bat. Oui, on a vu également la vidéo. Bon, j'avoue que j'avais vu la vidéo. Bah oui. Ouais, Elle bouge bien, elle elle bouge bouge bien, bien. très bien. Et Moi, elle est c'est- sans façon. Moi, c'est la symbolique de la chanson quand même sur laquelle elle a dansé qui m'a un peu... je me suis posé quelques questions. Chop Quoi. My Ça m'a Money. un peu... Oui, Chop My Money, tu vois. Pour ce que ça représente, tu vois. Je peux vous assurer qu'elle danse mieux que Madame Brou. Elle est donc bleue. Ah oui, non, effectivement. Ouais, ça, c'est sûr. Moi, je danse comme deux pieds gauches. Voilà. Ouais, c'est un peu comme si vous voyez les ministres en Côte d'Ivoire danser sur Promégaou n'est pas Gaou, quoi. Je veux dire, bon, après, c'est un air populaire, c'est un air dans le temps, parce qu'il faut planter le contexte aussi, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, et c'était pendant une conférence, la conférence TEDx. Donc, elle venait parler d'un sujet très important. En plus, elle se bat contre la corruption depuis des années. Elle a écrit beaucoup de livres contre la corruption. Donc, je pense qu'au niveau de l'OMC, il y a beaucoup d'audits qui seront faits, peut-être. Je me souviens de... Ça vous rappelle rien? Si. Je vois pas le rapport. Moi non plus, Ah, je si. sais pas. Je vois vraiment pas le rapport. Oh là là. Là, vous êtes seul, là, insulaire sur pilotis. Exactement. Vous êtes... Bon, d'accord, j'arrête. Bon, on parle de quelque chose de moins gai. Bon, on en parle parce que ce sont des disparitions qui marquent le monde de la culture. Oui, tout à fait. La disparition de Johnny Pacheco. Oui, Johnny Pacheco qui nous a quittés donc, récemment. Est-ce que ça vous évoque quelque chose, ce nom, Johnny Pacheco? Je pense que c'est Madame Bleu. surtout, je l'ai entendu de mes parents, des grands frères, des grandes sœurs. Je pense Rabia, qu'ils dansaient Madame sur ce Diallo. son. Et ça, c'est les plus de 30 ans. Oui, les plus de 30 ans. Voilà, les les moins de 30 ans, soixantaine, ils ont ouais. entendu Johnny Pacheco. C'est pas le bon, Qui n'a rien c'est à pas voir. le bon, c'est pas le bon. Ouais. Alors justement pour eux, Johnny Pacheco, c'est un musicien, compositeur, arrangeur, producteur et directeur musical né le 25 mars 1935 à Santiago de los Caballeros, en République dominicaine, et qui est mort le 15 février 2021, c'est-à-dire hier. Johnny Pacheco doit sa passion de la musique à son père, Rafael Azaria Pacheco, clarinettiste et chef de l'orchestre Santa Cecilia. Il a émigré aux États-Unis, donc à New York, à l'âge de 11 ans avec sa famille, où il apprend à jouer de l'accordéon, du violon, du saxophone et de la clarinette, puis à Juilliard School des percussions. Il devient un des principaux percussionnistes de son temps. Il joue et enregistre avec les plus importants artistes américains. Après l'apprentissage de la flûte, il est reconnu comme étant l'un des meilleurs flûtistes de son époque. Donc, c'est vous dire que dès qu'il touche à quelque chose, il excelle. En 1960, il organise son premier et légendaire orchestre, il crée son premier et légendaire orchestre Pacheco Isu Charanga. Son premier album, Johnny Pacheco Isu Charanga, volume 1, chez Alegre Records, s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires la première année, devenant la meilleure vente d'album du moment. L'album est un classique. En 1963, il contribue largement à l'essor de la pachanga, qui devient la danse à la mode pendant quelques années après le cha-cha-cha. Et fin 1963, sa carrière prend un tour historique quand il fonde avec l'avocat de son divorce, ce qui est quand même assez bizarre, l'avocat de son divorce, donc Jerry Mascucci, la maison de disques Fania Records, qui deviendra dans les années 70 le label majeur de la salsa. En 1964, il sort
chez Fania son nouvel album Canonazo qui abandonne la charanga au profit du conjunto. C'est un grand découvreur de talent, c'est lui qui donne sa chance à des gens comme Willy Colon, Hector Lavoe ou encore qui remet sur les rails la carrière de Celia Cruz, que vous connaissez aussi naturellement, cette magnifique chanteuse. Donc c'est également lui qui dirige l'orchestre mythique réunissant tous les talents du label Fania, la Fania All Star, avec lequel il part en tournée dans le monde entier jusqu'au milieu des années 1980. En tout cas, il a tourné... Charanga. Tu vas esquisser quelques pas dedans? Ouais, Oui, j'y ai j'aurais bien pensé, aimé, hein, très quand franchement, même. j'aurais bien aimé. En fait, ça me rappelle dans les anniversaires ou les baptêmes, La séquence où on fait lorsqu'on d'intervenir finit les de personnes. faire tout le show avec les enfants, les parents viennent faire eux leur show et j'entends cette Oui, sélection. Johnny Pacheco en musique, Alors, c'est ça. Oui, justement, avec ce terre-là qu'on ne peut malheureusement pas oublier, en tout cas qui nous parle, j'avais juste envie de rajouter qu'il a croisé le chemin, en ce qui concerne Johnny Pacheco et l'Afrique, d'un grand monsieur également, Manu Dibango. Dibango, wow. Ils ont même fait une apparition ensemble au Yankee Stadium. C'était la première apparition de la Fania All Star qui dirigeait donc au Yankee Stadium. Il a invité Manu Dibango à jouer avec lui. Et toujours concernant son histoire avec l'Afrique, en 1974, à l'occasion justement de cette grande festivité du côté du Zaïre, ancienne RDC, qui était le combat de boxe du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman. C'est plutôt dans le sens contraire. Hein. C'est la RDC qui est l'ancien Zaïre. Pardon, la RDC qui est devenue l'ancien... l'ancien Zaïre qui est devenu RDC, Ouais, voilà. Ils se sont produits justement la Fania All Star en RDC et au Zaïre de cette année en 1974. Et c'est ça l'histoire en fait avec Pacheco et l'Afrique. Ça a été un giga méga concert de 80 000 personnes avec Stevie Wonder également qui était présent pour ce spectacle-là. Donc Johnny Pacheco s'en est allé et nous a laissé de très bons souvenirs musicaux en tout cas avec des titres comme ce légendaire Akuyeye que vous entendez en fond sonore. On en parle parce que, surtout on danse, cette célèbre phrase-là qui dit que les artistes ne meurent jamais car leurs œuvres de mettre ce titre-là, il résonnera toujours dans nos têtes. Hein. Et Johnny. Malheureusement, une autre disparition. Oui, une autre disparition qui reste à confirmer, hein, je veux dire, puisque jusque-là, la famille n'a pas encore fait de déclaration officielle. Il s'agit de Tonton David, qui est ce chanteur de reggae, un des premiers chanteurs de reggae français dans les années 90, qui nous a émus avec plein de titres. On s'en souvient d'ailleurs, et je pense qu'on aura l'occasion d'en entendre. Alors, l'annonce a été faite par Pierre-Paul Jacques, un autre chanteur de reggae français, sur ses réseaux sociaux. Rest in peace, mon ami. Et ça a été suivi par Nati aussi, un autre chanteur de reggae et de raga français. Mais on a le cousin de Tonton David, un certain Inzima, qui lui a fait une annonce pour dire qu'effectivement, il a eu une crise cardiaque, il est dans un cas critique, mais priez pour lui, continuez de prier pour lui parce que c'est pas encore terminé. Donc pour l'instant, on est toujours dans le flou, même si jusqu'à présent, à l'heure où je vous parle, c'est une déferlante d'hommages qui se succèdent sur la toile, notamment au niveau des stars françaises et internationales. Mais on reste quand même toujours en prière, en espérant, pourquoi pas. On a vraiment envie de croire que les choses changent. Ce n'est qu'une rumeur. Voilà. Tonton David, en musique, ça donne ça. Il y a tant de femmes dans mon cœur, c'est tellement number one. Allez dire ça pour moi. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est tellement number one. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est tellement number one. Allez dire ça pour moi. Il y a tant de femmes dans mon cœur. Et plein d'autres titres, notamment Chacun sa route. Chacun son chemin. Voilà. Ouais, très bien. Bon, alors, merci beaucoup Serge. Mais je vous en prie. Merci beaucoup. On va refermer les portes du Life Actu avant d'accueillir pour la première fois sur ce plateau Mélissa Didier, notre juriste, pour nous aider à comprendre les textes juridiques de la rubrique Que dit la loi. Mélissa qui nous rejoint. Voilà. C'est un vrai bonheur de la recevoir hein, sur le plateau. Bonsoir, mais ça, on va faire les galants. Ah, oui. Ah bon c'est demain aussi, on fait pareil. franchement. Non, mais il fallait. Moi, je pense que vous seul pouvez le faire. Merci Brice. Bonsoir tout le monde. J'ai été le premier. Bonsoir Mélissa. C'est pas grave, c'est pas grave. Demain, Rabia et moi on fait pareil. Mais franchement, moi, je ne m'assois pas demain si on ne me tire pas la chaise. Bien, tu veux ok. Je me sens très bien accueillie. Voilà, je m'entraîne pour demain. Je vous promets que je vous ferai demain, mais il n'y a pas de problème. Bonsoir Mélissa, comment allez-vous? Bonsoir Brice. Très très bien. Alors pour ce premier numéro hein, de Que dit la loi, on va parler d'un sujet qui intéresse bon nombre d'hommes et de femmes. On parle de la dot. Effectivement. Que dit la loi à propos de la dot? Bon, déjà, C'est notre juriste maison. Hein. voilà, je voudrais quand même dire aux téléspectateurs qu'en fait, j'allais vous rejoindre tous les mardis.
J'aurai le plaisir d'être avec vous justement pour parler de la chronique Que dit la loi, où on aura l'occasion justement de décortiquer toutes les questions liées au droit que personne ne comprend parce que c'est jamais très clair et c'est pas forcément accessible. Donc on aura l'occasion là chaque mardi de traiter un sujet. Absolument. Et puis effectivement, vu que le dimanche passé c'était la Saint-Valentin, je me suis dit que pour le mois de février, pourquoi pas parler d'amour et de mariage. Et aujourd'hui, on va parler de la dot. Que dit la loi à propos de la dot? Bon, déjà, qu'est-ce que c'est que la dot? Vous savez un peu? Oui, le mariage traditionnel, union traditionnelle. Effectivement. Donc, c'est un peu, c'est la famille du monsieur qui vient, en fait, demander la main de la dame, de la jeune demoiselle, en faisant, en fait, des dons. Et en général, une fois que les dons sont acceptés, ils sont considérés comme mariés par la coutume. Très bien. Alors, saviez-vous, un petit retour historique, saviez-vous que de 1964 à 2019, la dot était interdite en Côte d'Ivoire? Donc on était dans l'illégalité depuis de 1964 à 2019. 2019. C'est tout ce que je m'étais fait arnaquer. Je l'avais su qu'il y avait une arnaque dans l'histoire. Attention, elle n'était pas juste interdite, elle était normalement sanctionnée par la loi. Jusqu'en 2019. Oui, jusqu'en 2019. Donc tu pouvais encourir entre 6 mois de prison et 2 ans de prison. À ça s'associait une amende minimale de 50 000 ou du double de la valeur de la dot. Et est-ce qu'il y a prescription là? On peut aller dénoncer quelques cas là. Pourquoi les gens voyaient ça? Pourquoi ça se faisait? Pourquoi personne n'intervenait? Non, mais pourquoi les législateurs ne sanctionnaient pas? Ou bien est-ce qu'il fallait aller faire une plainte à la police d'une dot qui a été pratiquée pour que les contrevenants soient sanctionnés? Alors ça fait 4 questions en même temps. Alors d'abord, qui se plaindrait? Je pense que la dot, ce qui se passe, c'est que la dot en fait est acceptée et que sûrement que les valeurs sociales ou la société a eu plus de poids que la loi dans ce cas précis. Justement, donc la réforme justement est venue effacer tout ça. Donc ce que la réforme dit en fait, elle est silencieuse sur le cas de la dot. Donc à la place de légiférer sur la dot, le législateur a tout simplement décidé de ne plus en parler. C'est-à-dire que la dot, c'est un peu, vous célébrez la dot, c'est comme vous célébrez votre anniversaire. En gros, le législateur ne vous dit pas comment célébrer votre anniversaire, mais il n'accorde pas de conséquences au fait que vous allez célébrer votre anniversaire ou pas. Donc, si on a fait votre dot, ça fait 10 ans, vous êtes marié de manière coutumière, aux yeux de la loi, vous êtes encore considéré comme célibataire. À la dot, ça ne fait pas office de mariage. Non, pas devant la loi en tout cas. Pas devant la loi. Donc peut-être en société, ça a un poids, mais par contre, devant la loi, vous ne bénéficiez pas des mécanismes qui sont prévus par la loi en cas de mariage. Donc c'est bien important de le spécifier. Et aussi, il faut quand même savoir que la dot n'est pas conditionnée en fait, pour pouvoir se marier. Donc ce n'est pas une condition pour pouvoir se marier de manière civile. Donc c'est important. Donc nos deux On peut amoureux... se marier à la mairie et puis faire sa dot après. Par exemple. Ou bien même se marier et puis n'avoir pas fait de dot. Effectivement, voilà. Ça va pas que... Effectivement. Bon, après, il y a le Donc, contexte aussi. Je veux dire, on est quand même en Afrique. Je pense que l'accord des familles prime sur la mairie, dans le sens où on doit faire les deux. Hein. Voilà, on commence par la dot. On parle de ce que la loi prévoit. Alors, ce que je veux dire, par contre, c'est que les gens le savaient, ils ne le savaient peut-être pas, hein, mais le pratiquaient. Oui. Très bien. Alors, la dot, il y a 2 niveaux. Il y a la cérémonie, ce fameux mariage, c'est ça, ça représente le mariage traditionnel. Et puis, il y a le volet dans ce mariage traditionnel de ce qu'on donne, qui représente la dot, en vrai. Donc, ça veut dire que là, en ce moment où on sait que c'était illégal, est-ce qu'on peut nous rembourser? Ce n'est pas Ben, rétroactif. je dirais que normalement, la dot, c'est censé être un don, n'est-ce pas? Ah, d'accord. Donc, qui donne ne peut pas réclamer en retour. Sauf... Par contre, si on Maestro. considérait dans ce cas un remboursement, ça voudrait dire qu'on serait en train de vendre la femme en question. Très bien. Est-ce que ça serait une transaction de vente? La transaction de vente, vendre les humains est interdit. Hein. Mais qu'est-ce qui faisait que La c'était dot, illégal, c'est- Mélissa? Justement, j'allais poser la question. En fait, c'est une volonté du législateur. Donc, qui en 1964, je pense, à l'aube de l'indépendance, c'était une volonté du législateur d'encadrer. Est-ce que ce n'est pas le fait que ça soit lié au début de l'indépendance, notre législation était liée à celle de la République française étant ancienne colonie fraîchement indépendante? Peut-être qu'il y a Mais des raisons. rassurez-vous, Edith, hein, je pense que Mélissa est là pour me dire si je me trompe, mais je pense qu'on est toujours lié à cette législation aussi, hein, 60 et quelques années après. Hein, On est quand même c'est quand souverain. Oui. Bon. Mais Peut-être. moi, je pense que c'était peut-être un moyen de mettre la pression aux hommes pour Ça qu'ils compliqué. épousent légalement les femmes au lieu de rester dans la partie coutumière. Bon, là, on fait de la... Voilà, Ouais, la de la spéculation. spéculation. Une chose est sûre, à partir de 2019, c'est rentré dans les ordres. À partir de maintenant, la dot est légale.
On n'en parle plus. On n'en parle plus. Donc, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de sanctions ou il n'y a pas de conséquences légales à la dot. C'est-à-dire que, en fait, moi, l'image la plus simple que je peux faire, c'est comme si vous fêtez votre anniversaire. Voilà, Et dans tous les cas, on n'a jamais vu quelqu'un qui a dénoncé sa dot. Effectivement. Voilà, parce qu'il faut un plaignant. Alors que c'est deux parties consentantes qui se retrouvent pour dire bon, oui, d'accord, on est C'est-à-dire volontaire et qu'à consentant. l'époque, de 1964 à 2019, si quelqu'un s'était levé pour aller à la police ou bien aller à la justice pour porter plainte contre une dot, il aurait gagné. Pas Ils auraient dû. forcément. Ils auraient dû Ils auraient effectivement dû, appliquer voilà. les sanctions Appliquer et, les sanctions. poursuivre. Et du coup, qui est sanctionné? Celle qui accepte et celui qui donne ou En bien fait, la loi celui- couvre et punissait un peu Parce que tout c'est le monde. corrupteur C'est-à-dire et corrompu. elle punissait les personnes qui le recevaient, les personnes qui le demandaient, les personnes qui le proposaient ou qui le donnaient, et les intermédiaires entre. Il y a beaucoup- Je voulais dire. Donc vous étiez tous Il y a hors la beaucoup loi. de villages- il y a beaucoup de villages qui étaient en prison. Vous avez dit, le chef du village. Allait se désemplir, tous les villages allaient se désemplir Non, totalement. mais c'était admis quand même, je veux dire. On savait que c'était illégal, mais c'était admis quand même jusque-là. Parce qu'on La loi a ne des l'admettait personnes- pas. Parce que si elle interdit et qu'elle le sanctionne, c'est qu'elle n'admet pas la loi. Mais est-ce que c'était pratiqué? Oui. Parce qu'on est tous allés à un mariage traditionnel avant Effectivement. 2019. Mélissa Djidji, on vous retrouve désormais tous les mardis pour Que dit la loi. Je rappelle que vous êtes juriste, émérite, et on a beaucoup de plaisir à vous recevoir sur ce plateau-là. On l'aura tous les mardis. Vous allez nous illuminer de vos idées et de ce magnifique sourire-là que vous arborez sur ce plateau. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine. Son Excellence, Monsieur Ali Touré est avec nous autour de cette table. Je rappelle qu'il est président du Conseil de l'Organisation internationale du cacao. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Merci d'être en notre compagnie, d'accepter de partager donc, ces moments sur notre plateau. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes président du Conseil de l'Organisation internationale du cacao, l'ICCO. C'est comme ça qu'on prononce. Alors, cette organisation, comment se présente-t-elle? Ses missions, ses membres, comment elle fonctionne, monsieur? D'accord, je voudrais d'abord vous remercier de m'inviter sur ce plateau. Et d'entrée de jeu, souhaiter la bonne année à toute l'équipe de la FTV. Merci beaucoup. Merci. Et surtout d'être dans de bonnes dispositions pour supporter 2021, car 2020 a été dur avec la Covid-19. L'Organisation internationale du cacao est une organisation intergouvernementale qui a été mise sur les fonds baptismaux en 1973 sous les auspices des Nations Unies et qui fonctionne à partir de différents accords. C'est une organisation composée de 51 États membres, dont 22 pays producteurs d'Afrique, d'Asie, de l'Amérique latine et de 29 pays consommateurs. Vous avez l'Union européenne à elle seule qui fait 27 pays. Il y a la Russie et il y a la Suisse. L'Organisation internationale du cacao, c'est à peu près 92% des exportations mondiales de cacao et 80% des importations mondiales de cacao. Voilà, grosso modo, ce que c'est que l'Organisation internationale du cacao. Vous en parlez avec une telle simplicité, mais c'est une grosse machine, c'est une lourde organisation. C'est une organisation intergouvernementale comme toutes les autres et qui, effectivement, qui est un peu lourde. Très bien. Monsieur le Président, vous assurez donc cette présidence depuis décembre 2020. Septembre. Depuis septembre 2020, pardon. Et quels sont les objectifs justement qui sont assignés à cette fonction-là et quel est votre plan d'action pour y arriver? En fait, l'Organisation internationale du cacao est une plateforme d'échange et de discussion entre les États membres et toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur. En ce qui concerne les organes, vous avez le Conseil que je préside, qui est l'organe suprême de l'organisation. Ensuite, vous avez le comité économique, vous avez le comité administratif et financier, et vous avez la commission consultative sur l'économie cacaoyère durable. Dans la commission consultative, vous avez les producteurs, les consommateurs, les chocolatiers, les multinationales, les ONG et la société civile. Donc toute la chaîne de valeur se retrouve au sein d'une plateforme pour discuter de la durabilité de l'économie cacaoyère mondiale. Et sur environ 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires que fait la chaîne de valeur mondiale du cacao, moins de 6% revient aux producteurs. Comment expliquez-vous cette faible part qui revient aux producteurs ivoiriens? Et qui fait grincer les dents. Qui fait grincer aussi Effectivement, les dents. c'est une donne qui dérange. Et c'est pour ça qu'en 2019, en septembre 2019, pour la première fois, l'ICCO a adopté un plan d'action stratégique 2019-2024, plan d'action dans lequel le revenu décent est un point culminant.
Donc, j'ai décidé de faire de ma présidence la bataille pour l'amélioration du revenu des producteurs de cacao. Mais allons-y plus loin. Vous avez dit que sur 100 milliards de dollars de la chaîne de valeur, les pays producteurs ont moins de 6% et les paysans ont moins de 2%. Quand on regarde l'historique des prix, de 1973 à 1975, la tonne de cacao était entre 6 000 et 8 000 dollars. 75-77, la tonne de cacao était à 15 000 dollars. De 83 à 89, elle était entre 4 et 6 000 dollars. Aujourd'hui, on se retrouve à 2 500 dollars. Il y a un problème. Donc nous avons indiqué sur toutes les tribunes où nous avons eu à prendre la parole, si nous voulons que la cacaoculture soit durable, il faut parler du prix qu'on réserve aux producteurs. Voilà pourquoi il y a un certain nombre d'initiatives en cours en ce moment entre l'Union européenne, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Ensuite, vous avez une autre initiative des consommateurs sur le revenu du producteur. Et le 27 janvier, c'est-à-dire le mois dernier, pour la première fois, la commission consultative a organisé une session spéciale pour parler du revenu du producteur. Mais comment arriver à augmenter les revenus des producteurs, sachant que dans cette chaîne de valeur, on a les intermédiaires aussi qui pèsent énormément dans le prix au niveau du kilo de cacao? Justement, ces intermédiaires se retrouvent au sein de l'ICCO. Nous pensons que l'ICCO est la plateforme idoine pour discuter de ces sujets. Toutes les parties prenantes à la chaîne de valeur se retrouvent au sein de la commission consultative. Tout le monde est conscient aujourd'hui qu'il faut faire quelque chose pour améliorer les revenus des producteurs. Excellence, on a eu l'impression également que cette crise-là a surpris plus d'un. On ne l'a pas senti venir. Pourquoi? Laquelle crise? Celle aujourd'hui qu'on connaît avec les producteurs, avec les prix de vente. Donc on a un peu l'impression aujourd'hui que la situation que vit aujourd'hui, que vit la cacaoculture a surpris plus d'un. Non, ça n'a pas surpris. Je vous dis pourquoi. Au niveau du l'ICCO, nous avons entrepris un certain nombre d'initiatives et qui n'a pas donné les résultats escomptés. Je vous donne des exemples. En 2007, nous avons organisé une table ronde sur l'économie cacaoyère durable à Accra. On n'a pas été satisfait. Ensuite, en 2009, nous sommes allés à Trinité et Tobago pour organiser une autre table ronde avec toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur et ça n'a toujours pas donné de résultats. Alors, on a fait le point de la situation. Donc, on a commencé en 2012 à organiser des conférences mondiales sur l'économie cacaoyère durable. Et la première conférence a eu lieu ici à Abidjan en 2012. Au bout de 3 à 4 conférences, on s'est rendu compte qu'il y a toujours problème. Donc, on a dit carrément que si on veut améliorer le prix qu'on donne aux producteurs, il faut qu'on parle des prix. J'ai eu envie de poser la question, si j'étais à la réunion, mais qui pose problème? Exactement. Qui pose problème? Non. Qu'est-ce qui pose problème? Non, la question est mal posée. Où se trouve le malaise? Ou le problème? Le malaise se trouve... Ou le problème? Voilà. Le problème, c'est qu'au niveau de la chaîne de valeur, le producteur devient le maillon faible. Or, sans cacao, il n'y a pas de chocolat. Ouais. Donc, il faut que le producteur soit le maillon fort de la chaîne si on veut assurer une durabilité dans l'économie cacaoyère mondiale. Et qu'est-ce qui fragilise justement ces producteurs-là? Il faut qu'on leur donne un prix juste et un prix équitable. Nous ne faisons pas de la charité, on ne mendie pas. Mais il faut que les consommateurs et toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur comprennent que si nous voulons avoir une durabilité, il faut que le producteur ait un prix juste et un prix équitable. Il faut qu'il ait un prix... Mais qui fixe les prix justement et qui les valide? Est-ce que votre organisation intervient dans la fixation des prix? Est-ce que quoi? Est-ce que l'ICCO intervient dans la fixation des prix? Non, ça, il faut que je précise. Je n'ai peut-être pas dit ça au début. L'ICCO, ce n'est pas un organe de régulation. Ce n'est pas une agence de développement et elle n'est impliquée dans aucune transaction financière. Vous savez, il y a quelques années, le commerce du cacao était basé sur des quotas. C'est-à-dire, on évaluait la demande sur le marché et l'offre, et on disait, il faut mettre telle quantité de cacao sur le marché pour satisfaire telle demande. Maintenant, le prix est libéralisé. Il s'agit de l'offre et de la demande. Donc, on n'a pas d'impact sur les prix. La vérité, c'est ça. Ouais. Mais qui fixe les prix, effectivement? Est-ce au niveau de la bourse de Londres, de New York? Bourse de Londres et la bourse de New York. Mais l'ICCO n'est pas impliqué dans la Vous fixation êtes un des tout petit prix. peu intermédiaire. Et la Côte d'Ivoire Vous êtes un n'intervient peu- pas c'est ça. Non, Ok. c'est dans les bourses. Très bien. Et qu'est-ce qui pourrait changer la donne justement? Mais le dialogue. Et le dialogue ne marche pas. Vous avez dit que Non. vous avez eu plusieurs rencontres, finalement des conférences, mais qui ne contrairement donnaient à ce que rien. vous dites, le dialogue marche. Puisque il y a 10-15 ans de cela, on ne pouvait pas parler de prix au niveau de l'ICCO. Il
il y a 10-15 ans de cela, il n'y a pas eu l'accord historique entre le Ghana et la Côte d'Ivoire sur le différentiel du revenu décent. Il y a 10 ou 15 ans de cela, les accords ne permettaient pas qu'on parle des prix. Mais aujourd'hui, on en parle, on fait même des sessions sur les prix. Et moi, je suis confiant. Mais en même temps, il y a 10 ou 15 ans, le prix était 4 ou 5 fois plus élevé que le prix de maintenant. Mais le marché a changé et l'environnement a changé. Contrairement aux autres produits comme l'or, etc., qui ont vu les prix flamber, enfin, on se pose des questions. Vous savez qu'au niveau du cacao, c'est comme tous les produits de base, hein, c'est cyclique, hein, ça fluctue. Hein. Il y a des fois, les prix sont élevés, et des fois, ils sont bas. Ça dépend de la quantité de cacao que vous mettez sur le marché et quelle est l'offre. Très bien. On va un tout petit peu parler de ce fameux différentiel de revenus décent, un tout petit peu, qui permet donc aux producteurs de gagner près de 400 $ sur chaque tonne de cacao, qui a fait l'objet de bras de fer, on en parlait tout à l'heure, entre la Côte d'Ivoire et les producteurs. Quel est le point de vue de l'ICCO sur cette question? Si vous permettez, Brice, j'ai juste envie de savoir, pour tous ceux qui ne comprennent pas forcément, c'est pas le DRD. Qu'est-ce que c'est que le différentiel de revenus décent? Bon, je vais vous faire une faveur parce que c'est le DG du Conseil Café Cacao qui devait vous expliquer cela. Car je voudrais indiquer à toutes fins utiles que c'est un accord historique entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Donc il était bon qu'un de ces deux pays vous l'explique. Mais je vous fais une fleur. Très bien. Ouais. Hein? Merci. Je vous fais une fleur, mais je ne vais pas aller plus loin. Je vais vous dire pourquoi je ne vais pas aller plus loin. On va s'en contenter. Vous avez suite à la chute des prix du cacao en 2007 sur le marché international, quand il y a eu quand même une chute de plus de 40%, cette chute a impacté considérablement les revenus des producteurs et a déséquilibré les budgets des deux pays. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire et le Ghana, à eux deux, font 65% de la production mondiale. Donc, suite à cet état de fait désastreux, les deux présidents de la République, c'est-à-dire son Excellence M. Alassane Ouattara et le président Akufo-Addo du Ghana, ont fait une déclaration en mars 2018 qu'on appelle la déclaration d'Abidjan. Il s'agissait, grosso modo, de mettre en place un nouveau mécanisme de fixation des prix avec une prime de 400 $ la tonne qu'on appelle le différentiel de revenu décent ou Living Income Differential. Voilà, grosso modo, de quoi il s'agit. Je ne voulais pas épiloguer là-dessus parce que nous avons demandé à la Côte d'Ivoire au Ghana de bien vouloir venir à la session d'avril 2021 pour exposer cet accord historique qui a eu lieu entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Alors, si je commence déjà à donner mon avis avant que le Conseil ne se prononce, ça ne va pas être bien. Donc voilà grosso modo pourquoi je n'ai pas envie de donner mon avis là-dessus. Et je voulais voulais répondre à la question de Brice par la suite, justement. Votre question? Vous avez posé une question? Le différentiel... Non, le bras de fer que ça va occasionner, justement, quel est votre regard dessus sur... Non, au niveau de l'ICCO, on a un principe. On ne commande pas les décisions des États souverains. C'est ça. Pour ne pas frustrer les États membres, lorsque le dossier vient sur la table du Conseil, on prend bonne note, on se prononce, on donne un avis. Mais les problèmes internes entre un pays producteur, un pays consommateur et une multinationale, on n'est pas habilité à donner un avis technique là-dessus pour ne pas froisser la souveraineté des États. Mais quelle est votre position en vrai? Vous avez une position de médiateur, vous avez une position d'observateur, vous mettez des pressions. Vis-à-vis de ce qui s'est passé? Oui. Observateur. En fait, vous avez précisé que vous êtes en cadre de discussion, c'est-à-dire que vous ne prenez pas parti pour aucun des pays producteurs, ni des consommateurs, des pays consommateurs. En fait, nous, on n'intervient que lorsqu'on est sollicité. Si, par exemple, la Côte d'Ivoire a un plan de développement cacaoyer à mettre en œuvre pour la durabilité de la cacaoculture en Côte d'Ivoire, elle peut faire appel à l'ICCO en matière d'expertise, de transfert de technologie, de conseils ou d'avis. Mais tant qu'on ne nous appelle pas, on ne s'immisce pas dans les affaires internes d'un pays. Et juste pour rebondir, parlons du volet international de l'ICCO. En juillet 2019, Jacques Morisset, qui était économiste au bureau de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, avait déclaré que la demande de cacao mondial se déplaçait doucement, progressivement vers les pays asiatiques. Est-ce que la donne a changé depuis lors ou est-ce que ce processus continue? La demande de cacao vert qui provient des pays asiatiques, oui. Tous les pays asiatiques ne sont pas membres de l'ICCO. Premier point. Okay. Deuxième point, on ne peut pas empêcher un pays de produire la quantité qu'il a envie de produire. Il y a des pays qui ont envie de produire beaucoup de cacao, il y en a qui ont envie de produire moins de cacao, et il y en a qui ont envie de stagner. Mais les pays qui sont membres de l'ICCO, c'est-à-dire l'Indonésie et la Malaisie, c'est les tonnages qu'on connaît. Par exemple, l'Indonésie est le troisième producteur mondial du cacao après la Côte d'Ivoire et le Ghana. En général, on ne rentre pas encore dans ces politiques internes des États membres.
Et il y a des pays qui font du cacao qui ne sont pas membres de l'ICCO. La Chine produit du cacao? À ma connaissance, non. Ok. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a aujourd'hui, au niveau de cette organisation-là, des initiatives qui sont prises en vue plus tard de pouvoir implanter en Afrique, justement, et dans ces pays producteurs-là, des unités de transformation pour que on puisse produire, on puisse transformer du cacao et avoir du chocolat fini à partir d'ici et pouvoir exporter? Bon, ça, c'est une bonne question. Vous savez, au niveau de l'accord international de 2010, il est clairement stipulé. Nous encourageons fortement les pays producteurs à faire de la transformation et de la consommation. Transformation, ça permet de créer des emplois et d'ajouter de la valeur aux produits. Consommation, ça permet de ne pas vendre des fèves brutes sur le marché international. Car la première ou la deuxième transformation génère plus de revenus que des fèves brutes. Donc nous encourageons les pays producteurs à transformer et à consommer. Et quelles sont les actions justement mises en place pour encourager? Ça relève de la souveraineté des États membres. Quel est votre regard sur la réglementation de l'Union européenne qui interdit l'exportation de produits liés à la déforestation et au travail des enfants? Comment est-ce que vous envisagez d'accompagner les pays producteurs dans ce sens-là? Actuellement, il y a un dialogue tripartite entre la Côte d'Ivoire et le Ghana et l'Union européenne. Vous voyez, ça concerne 3 entités. L'ICCO peut venir en observateur, mais nous ne sommes pas partie prenante dans ces discussions. Ce sont des discussions bilatérales sur la déforestation, le travail des enfants, les pesticides, ça. Ce sont l'Union européenne peut faire une communication au niveau de l'ICCO, mais les décisions et les réglementations concernent les États membres, mais ne concernent pas l'ICCO. Vous avez votre position, monsieur Touré, vous avez votre position d'observateur, vous tentez tant bien que mal de garder cette neutralité suisse, là j'ai envie de dire, mais est-ce que de temps en temps vous n'avez pas... Je parle du chocolat, il y a tout le jeu de mots dedans. Est-ce que de temps en temps vous n'avez pas un petit pincement au cœur en tant que citoyen africain, ivoirien, de voir cette situation-là être assez difficile pour nos producteurs? Non, c'est-à-dire, si vous m'aviez invité, car il faut que je vous dise qui je suis, puisque vous n'avez pas fait de présentation. Je suis le représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales et je suis basé à Londres. Je suis par ailleurs porte-parole des pays producteurs de cacao. Et je suis enfin président du Conseil. Quand vous m'invitez en tant que président du Conseil, je parle et pour les consommateurs et pour les producteurs. Si vous voulez savoir ce que je pense de la situation en tant que producteur, invitez-moi en tant que porte-parole des pays producteurs. Mais je sais que vous avez toutes ces casquettes-là, mais bon, maintenant... Voilà. Moi, j'allais proposer. Et à présent, nous recevons donc sur notre plateau le porte-parole des producteurs. Oui. Donc, Voilà. alors, dites-moi un tout petit peu votre point de vue, votre ressenti par rapport à cette situation. Le Collège des producteurs estime qu'une injustice est faite aux pays producteurs. Vous savez, ces négociations sont difficiles. Ça demande de l'endurance, ça demande de la patience. On ne peut pas forcer une entité ou une structure à fixer les prix qu'on veut. Ce sont des négociations très difficiles. Mais comme je vous l'ai dit avant qu'on ne fasse la pause, moi je suis confiant parce que toutes les parties prenantes au sein de l'ICCO ont compris la nécessité qu'on puisse parler du revenu des producteurs, surtout des petits producteurs. Et c'est valable pour l'Afrique, c'est valable pour l'Asie et c'est valable pour les Amériques. L'accord historique qui s'est passé entre le Ghana et la Côte d'Ivoire était un très bon signal, était un très bon signe. Et je vous donne rendez-vous dans quelques années, vous verrez que la donne va changer. À quel prix ou comment vous pensez que ces produits-là pourront un jour imposer leur voix, imposer leur façon de voir à ces producteurs? C'est par l'Union? C'est par l'Union, c'est par les mécanismes de transformation et de consommation. Je connais beaucoup de pays producteurs de cacao qui ne sont pas à l'ICCO, qui transforment beaucoup, qui consomment beaucoup, qui n'ont pas de problème avec les prix sur le marché international. Mais je pense que ça doit passer aussi par une grande campagne de sensibilisation sur le consommer local. Parce qu'aujourd'hui, sur les marchés, malheureusement, lorsqu'un Ivoirien a le choix entre acheter un produit local, c'est-à-dire un chocolat transformé ici et un chocolat transformé en Suisse, il achète celui de Suisse, malheureusement. En sachant que moi, ce que j'ai constaté par contre, c'est que c'est à peu près les mêmes prix pour un produit local. Produit localement en fait, qu'un produit importé. Donc on se pose aussi des questions. Est-ce que benchmarker et après se positionner sur le même prix ou quand même justement faire moins cher parce qu'on produit localement serait pas peut-être une meilleure stratégie?
Bon, ça, ce sont les politiques commerciales des États membres. Hein. Ça, c'est pas l'ICCO. Oui, clairement. Alors, justement, l'ICCO, ça va être la prochaine question, Monsieur le Président. Quels sont vos rapports aujourd'hui? Je vais prendre les trois. Vos rapports avec les producteurs, vos rapports avec les industriels, vos rapports avec les gouvernants. Est-ce qu'ils sont très bons à tous les niveaux? Vous parlez de moi? Vous me parlez de l'ICCO? De l'ICCO. Vous allez avoir 4 invitations, je vous promets, à cette émission, vous aurez 4 invitations. Moi, j'ai de bons rapports avec toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur. Nous échangeons régulièrement, nous nous parlons régulièrement. Il y a 2 sessions statutaires de l'ICCO, une en avril et une autre en septembre. Mais entre les 2 sessions, il peut y avoir des sessions spéciales. La commission consultative peut se réunir, il peut y avoir des ateliers, il peut y avoir des séminaires, mais on se parle régulièrement et on se voit régulièrement. Et je peux vous dire que les lignes ont bougé. Les lignes ont bougé sur le regard que les uns les autres avaient sur le producteur, sur les difficultés, et surtout avec la Covid-19. Avec la Covid-19, je peux vous dire que non seulement les pays consommateurs ont été touchés parce que la consommation du chocolat a stagné ou a baissé, mais les pays producteurs aussi ont été touchés par cette pandémie. C'est pour ça qu'à la session d'avril, la Côte d'Ivoire va demander une étude sur l'impact de la Covid en ce qui concerne les pays producteurs et voir comment on peut soulager ces pays producteurs. Et excellent, cette question aussi, je vous la pose en tant que président du conseil de l'ICCO. On sait que la demande mondiale en cacao devient de plus en plus exigeante. On parle de durabilité, on parle de non-utilisation de pesticides et également d'interdiction du travail des enfants, mais surtout le volet environnemental prime énormément. Comment arriver à ce gage de qualité lorsque les producteurs, donc les paysans eux-mêmes, 54% d'entre eux vivent en dessous du seuil de pauvreté, donc n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir produire ce cacao de qualité, et sachant que la demande mondiale est en train de devenir encore plus exigeante et même est en train de baisser, parce vous avez parlé de la pandémie, de l'impact de la pandémie, la demande baisse et devient plus exigeante. Donc comment arriver à trouver le juste milieu pour que les producteurs puissent gagner suffisamment et produire un cacao d'extrême qualité? Vous avez posé un problème très important. La durabilité, pour nous, elle est économique, elle est sociale et elle est environnementale. Les pays producteurs ont l'obligation de produire des fèves de qualité qui sont bien séchées et bien fermentées. Et les pays consommateurs ont l'obligation de payer à un prix juste et équitable les producteurs qui font ce cacao. Et c'est ça tout l'objet du débat. Les pays consommateurs sont exigeants, mais nous aussi nous sommes exigeants. S'ils estiment qu'il nous faut du cacao sans pesticides, qu'il faut du cacao qui respecte l'environnement, qu'il faut du cacao qui est bien séché, bien fermenté et de très bonne qualité, nous leur disons que nous avons ce cacao-là. Mais en retour, il faut qu'on nous paye un prix juste ce cacao. Et ça fait l'objet de débats et de négociations en ce moment. Sachant qu'au dernier trimestre 2020, on a eu ce bras de fer entre Mars et Hershey qui refusait de payer le DRD de $400. Je pense qu'il a fallu des négociations pour que finalement Hershey accepte de payer. Est-ce qu'on ne va pas avoir ce genre de bras de fer se pérenniser sur la durée au niveau des pays consommateurs, par exemple, et des grands producteurs? Bon, là, vous vous trompez d'interlocuteur. Je n'ai pas assisté aux négociations entre ces multinationales et la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. Ils ne sont pas membres de l'ICCO, Mars, Hershey Ils sont dans la commission consultative, mais les différends entre les multinationales et un pays ne se discutent pas à l'ICCO. Ce qui se discute à l'ICCO, ce sont les problèmes de durabilité, de façon générale. Mais les différends entre un État membre et les multinationales relèvent des affaires privées d'un État membre. Je crois qu'on va retenir un mot de votre passage, une phrase de votre passage, Monsieur le Président. Vous êtes confiant. Très confiant. Les producteurs qui vous regardent ce soir ont envie d'entendre de vous des paroles pour justifier votre confiance. Moi, je vais dire aux producteurs que je comprends qu'ils vivent dans des conditions difficiles. Je comprends qu'il y a péril dans la demeure. Mais les initiatives en cours, que ce soit avec l'Union européenne, que ce soit avec les ONG ou avec les multinationales, me font dire que je suis confiant pour l'avenir. Le plus difficile, c'était de mettre au cœur des discussions le revenu du producteur. Ça a été fait. Tout est une question maintenant de manœuvre.
comment on manœuvre pour que les uns et les autres se rendent compte que nous ne pouvons pas continuer à avoir 100 milliards à défiler et que nous on est 6%. Ce n'est plus possible. Et ils le savent, et nous leur avons dit. Les consommateurs sont d'accord avec notre analyse de la situation et les consommateurs sont prêts à jouer le jeu pour que chacun trouve son compte dans la chaîne de valeur du cacao. Très bien. Et je pense qu'il faut retenir aussi un cacao qui bénéficie du commerce équitable. Tout à fait, tout est de la durabilité. Très bien. Merci, Excellence. Je voudrais, avant de terminer, avec votre permission, Je vous en prie. ici, au nom de l'ICCO, présenter nos condoléances de l'ICCO à un vaillant cadre de ce pays qui a occupé la fonction que j'occupe en ce moment, c'est-à-dire représentant permanent, qui a été porte-parole des pays producteurs, qui a été ministre des matières premières, qui a été un grand négociateur sur la scène internationale. Je parle de l'ambassadeur Guy Alengoz. Je voudrais sur votre plateau dire Yako à sa famille biologique, Très bien. à sa femme, à ses proches et au peuple de Côte d'Ivoire. Très bien. Merci beaucoup, Excellence Ali Touré. Je rappelle que vous êtes président du Conseil de l'ICCO, l'Organisation internationale du cacao. Vous avez bien voulu être avec nous ce soir sur notre plateau. Merci aux dames, merci à messieurs. Merci, messieurs. C'est ici qu'on va se dire au revoir pour notre live talk de ce soir. On va se retrouver demain sur ce même plateau-là, à partir de 20h. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.